Nous avons aussi donc le plaisir de donner la parole à Jésus Arushigingo pour témoigner de son rôle et des spécificités de ses interventions dans le champ de l'asile. Jésus, vous êtes interprète à ISM Interprétariat depuis 2019 en Kirundi, Kinyarwanda et Swahili, et vous avez une grande expérience professionnelle d'interprète dans le champ de l'asile, car vous intervenez depuis 5 ans auprès de l'OFPRA et de la CNDA, où vous êtes depuis l'automne 2024 référent des interprètes d'ISM Interprétariat. Je vous laisse donc la parole pour environ 20 minutes pour partager votre regard et votre expérience d'interprète. Vous pourrez ainsi présenter votre parcours et nous expliquer le rôle de l'interprète spécialisé dans la demande d'asile, le cadre éthique et déontologique qui régit ce métier. Et vous pourrez aussi nous éclairer sur la manière dont se déroule une audience à la cour et les enjeux, le rôle de l'interprète dans ce cadre. Merci beaucoup à vous, Jésus. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Laura. Je redis rebonjour à tout le monde. C'est un honneur aujourd'hui pour cette invitation, pour ce temps qui m'est accordé. Aujourd'hui, comme vous m'avez déjà présenté, je suis référent des interprètes ISM à la CNDA depuis 4 mois. Mais avant tout, je suis interprète. Je suis interprète comme tous les autres collègues que ce soit ceux qui sont ici ou ceux qui sont sur terrain aujourd'hui, qui sont en train d'intervenir. Et avant d'être référent ISM, j'interviens comme interprète, mais également j'ai intervenu aussi au moment du recrutement en faisant passer des tests de langue. Pourquoi je reviens sur ça? C'est pour d'abord introduire en quelque sorte la notion de qui est interprète. Que ce soit dans le domaine de l'asile ou dans d'autres domaines, et surtout chez ISM Interprétariat. Déjà, comme les deux intervenants qui ont intervenu avant moi l'ont montré, le droit d'asile est régi par le droit qui évolue avec des impacts, avec des précédents, avec des impacts et aussi ce qu'on va voir. Mais le droit d'asile, ce n'est pas les Français qui viennent demander l'asile, c'est des étrangers. Et parmi ces étrangers, la majorité, beaucoup ne parlent pas la langue française. Et même quand on parle la langue, des fois, il arrive que on peut parler la même langue, on peut être francophone, mais en quelque sorte, entre guillemets, ne pas parler la même langue, ne pas se comprendre. D'où va intervenir l'interprète? L'interprète va être, je dirais, le pont. Il est le pont entre deux personnes qui vont discuter d'un côté dans le champ de l'asile, d'un côté les professionnels qui interviennent. Très souvent, on réduit la demande d'asile dans notre subconscient, pensée peut-être, aux entretiens, mais ça commence bien avant, à l'introduction, aux entretiens pour la préparation. Et plus concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet lors des entretiens à l'OFPRA et à la CNDA lors des audiences. Et pour commencer aujourd'hui, comme même demain, je vais avoir l'occasion d'intervenir, on va dire qui est l'interprète, surtout chez ISM Interprétariat. On les choisit comment? Parce que le métier d'interprète dans le domaine de l'asile, c'est un métier exigeant qui demande d'abord, bien sûr, la maîtrise de la langue, la maîtrise des cultures pour les personnes pour qui on va interpréter, mais ça demande également un savoir-être énorme sur l'interprète. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on demande à l'interprète. D'abord, il doit maîtriser les langues, ça je l'ai dit, il doit maîtriser la culture, il doit avoir une culture générale énorme pour pouvoir porter la parole de quelqu'un d'autre. C'est un métier qui demande une rapidité d'écoute, de réflexion et précision. L'interprète doit avoir une capacité d'écoute proactive très, très développée parce que au même moment qu'on est en train d'écouter le message des interlocuteurs, on pense déjà à comment on va traduire le même message. Il n'y a pas de temps d'attente. Il faut être rapide et en même temps être extrêmement concentré. Il faut être capable de s'adapter
à différentes situations parce que chacun dans le monde, on est plus de 6 milliards d'habitants, on est tous différents. Chacun est unique. Et même notre façon de nous exprimer, elle est différente. Chacun s'exprime, même si on peut parler la même langue, mais ce que j'ai remarqué au cours de mes années d'expérience, c'est que chacun a sa façon de parler. On peut parler la même langue, mais ne pas s'exprimer de la même manière. Et également, ce que le métier d'interprète nous demande, c'est que on doit être discret et neutre, impartial. Tout ça fait que chez ISM Interprétariat, en tout cas, on ne choisit pas n'importe qui pour être interprète. On les choisit, d'où tout à l'heure je disais que j'ai intervenu aussi au niveau du recrutement dans ce qu'on appelle les tests de langue. Mais en soi, le test de langue, c'est pas que on ne recherche pas chez l'interprète la maîtrise de la langue seulement. On va chercher aussi le savoir-être et comment la personne réagit face à ça, parce que dans le métier d'interprète, on va être exposé à différentes situations, dont des situations avec je dirais, une charge, une lourde charge émotionnelle derrière. On va interpréter pour des personnes, je dirais, qui ont subi des coups de la vie énormes, qui sont abîmés par le parcours, qui sont abîmés par les traumatismes qu'ils ont fouis. Quand ils arrivent ici, l'impact psychologique de ces traumatismes va faire que chez certaines personnes, la parole n'est pas portée facilement. Du coup, ou même la faculté cognitive n'est plus totalement la même chez cette personne. D'où l'interprète chez nous, en tout cas chez ISM Interprétariat, on ne le choisit pas n'importe comment. On ne choisit pas n'importe qui. On ne choisit pas toute personne qui sait parler français et la langue source est la langue du demandeur pour être interprète. Non, on choisit des personnes qui vont savoir porter cette parole avec dignité, avec humanisme, avec humanité, des personnes qui sont patientes, qui vont savoir s'effacer pour nous laisser porter le message de la personne pour qui on interprète. Dans le cadre de l'asile, ce sera au niveau de l'OFPRA la parole des questions de l'officier de protection, mais également les réponses du demandeur. C'est très important sur ce point-là, sur le point de neutralité, d'impartialité, mais également de savoir écouter, de savoir porter la parole de quelqu'un d'autre avec empathie et humanité. D'où on ne choisit pas, d'où c'est pas n'importe qui peut être pour nous, chez nous, qui peut être interprète dans le domaine de l'asile. Parce que c'est très important de porter cette parole avec ces valeurs-là. Et en même temps, être toujours, je dirais, avoir toujours à l'esprit d'être empathique, humain, tout simplement, mais en même temps, sans verser dans, je dirais, à aller au-delà de la mission qui nous est confiée. Parce que la mission reste porter la parole, le message des interlocuteurs. D'où chez nous, on dit que c'est un dialogue à trois. Tout simplement, c'est un dialogue à trois. Et le meilleur interprète, c'est celui dont on ne remarque même pas la présence, en quelque sorte, comme si la personne n'était pas là, alors que c'est l'interprète qui porte les questions, les réponses, à l'audience pareil, et en même temps, tout en restant professionnel. D'où alors, j'ai introduit d'abord en mettant l'accent sur qui est l'interprète, ISM Interprétariat, dans le domaine de l'asile. Qui est-ce qu'on envoie à l'OFPRA? Qui est-ce qu'on envoie à la CNDA? C'est pas n'importe qui. Le choix, il commence dès le début, au moment où on va recruter la personne. On reçoit plein de CV, les services RH reçoivent plein de CV et ils ont choisi, il y a certains interprètes, j'ai eu l'honneur d'en faire partie, qui participent dans le choix, au niveau de ce que nous, on appelle test de langue. Mais le test de langue, c'est aussi ces valeurs-là, ces compétences. Euh,
transversales qu'on va chercher, qu'on va mettre sur la fiche en disant telle personne, oui, je pense que, à mon avis, avec des observations sur ce point, sur celui-ci, la personne a besoin de ça, de ça, de ça, pour moi, à mon avis. Et on transmet ça au service RH, qui eux-mêmes vont mener des entretiens. Et derrière, dès que la personne est confirmée, reçue, engagée, que l'OFPRA et la CNDA, c'est aussi une autre exigence à valider le dossier parce que ISM, pour les interprètes qui interviennent pardon, à l'OFPRA et à la CNDA sont d'abord validés également par ces deux institutions en amont. On ne peut pas être interprète à l'OFPRA ou à la CNDA sans que l'OFPRA et la CNDA aient mis leur accord avant toute intervention. Le jour J, lorsqu'on va commencer, chez nous, chez ISM, on commence avec, je dirais, une observation. C'est une ou deux journées d'observation d'abord. On est accompagné par un interprète expérimenté. On va aller dans le même box avec la personne. L'OFPRA, la CNDA donne d'abord ses validations de ces journées. Et par après, on commence à interpréter sous la supervision de cet interprète expérimenté qui peut à tout moment reprendre la main si on commence à dévier. Là, je veux dire s'il y a des omissions, s'il y a des rajouts, parce que il faut rester neutre et fidèle au message. Ne pas rajouter, ne pas omettre des messages, c'est très important. Il faut que le message passe. Et on passe par une autre période de tutorat d'un interprète expérimenté qui va nous accompagner tout au long de quelques mois en émettant des observations. Et ça rassure également, ça nous rassure, nous, en tant qu'interprètes débutants, ça va nous rassurer parce que s'il y a une question ou une autre, on sait qu'il y a une personne qui est à même de répondre à ces questionnements qu'on a. Et surtout que c'est un domaine très, très sensible parce que on voit plusieurs profils. On voit plusieurs profils des gens qui ont eu des parcours migratoires des fois tellement difficiles et qui, même au départ, avant de partir, avant de fuir, avaient déjà subi des traumatismes. Et donc, du coup, c'est au bout de tout ce processus et le temps faisant que l'interprète prenne la main également sous l'accompagnement, la supervision, le tutorat d'un interprète expérimenté qu'on va, je dirais, dans ce métier, dans ce domaine-là, commencer à voler de ses propres ailes et petit à petit accompagner d'autres nous-mêmes. Et au cours de notre travail, même jusqu'aujourd'hui, au bout de 5 ans, et des collègues qui sont plus expérimentés que moi, qui viennent de passer plusieurs années, vont le confirmer sans doute, il y a également, au cours de l'année, chaque année, jusqu'aujourd'hui, au bout de 5 ans, on a toujours des formations en interne. Euh, Chez ISM, je pense que Lucie le sait très bien parce que elle m'a déjà formé sur plusieurs thématiques, pas mal de fois. Et ça vient renforcer la capacité, les connaissances, les compétences qu'on amène chez l'interprète. Pourquoi j'ai planté tout ce décor? C'était pour revenir à l'élément essentiel, à la personne essentielle dans le domaine de l'asile. On ne peut pas parler de droit d'asile, de demande d'asile, sans penser aux demandeurs d'asile, au réfugié qui sera un réfugié un jour s'il est reconnu. Or, le passage de l'état du statut de demandeur d'asile au statut de réfugié passe absolument par cet examen que j'ai appelé, moi, examen oral, qui est l'entretien, l'audience, lorsque l'entretien, ça n'a pas marché. Or, cet entretien-là, c'est pas, je dirais, il n'y a pas de formule, c'est pas 1 + 1 qui font 2. C'est un dialogue, c'est un échange où on va juger de la crédibilité de la personne, où on va juger si la personne est convaincante ou pas. Déjà, il y a un filtre en amont, les dossiers, ils ont reçu des dossiers, ils les ont étudiés. Nous,
je rappelle à tous ceux qui sont ici, nous, en tant qu'interprètes, lorsqu'on arrive euh, à l'OFPRA ou à la CNDA, on ne connaît pas les dossiers. On n'est pas au courant. On ne connaît pas la personne pour qui on va interpréter. C'est au moment où on arrive dans le box d'entretien que l'officier de protection arrive, peut nous briefer un tout petit peu. Il y en a qui ne le font pas. Il va nous dire le dossier, les personnes qu'on va entendre aujourd'hui, ça va porter sur ça, sur ça, sur ça. La personne vient de tel pays, elle dit ça, ça, ça. Il y a des officiers de protection qui vont dire mes questions vont porter surtout sur ça, je veux comprendre ça, ça, ça. Ça, c'est très bien. Et il y en a qui ne le font pas du tout. Et du coup, on se retrouve, on ne connaît pas l'histoire de la personne entre. Lorsque la personne entre, on doit être nous-mêmes dans des dispositions, je dirais, psychologiques euh, meilleures. On doit être préparé parce que des fois, c'est émotionnellement intense que on doit être capable de gérer ça. D'où le filtre, le recrutement de l'interprète ISM interprétariat. On ne choisit pas n'importe qui. On ne choisit pas n'importe qui parce que il faut arriver à porter cette parole dans ces conditions. Je voulais revenir sur le fait d'être interprète dans le domaine de l'asile. C'est très important. Comme je l'ai dit, le passage du statut de demandeur d'asile au statut de réfugié qui change carrément la vie du demandeur d'asile, de quelqu'un qui a fui des persécutions quelque part, qui peut-être je dirais, dans son subconscient, dans sa pensée, peut-être va le vivre s'il est reconnu réfugié comme une réparation des injustices que la personne a fui. Même si peut-être il n'y aura pas condamnation de la partie qui a fait que la personne fuit, au moins la personne a une chance de recommencer, de reconstruire sa vie. D'où le rôle important à ce moment-là de l'interprète. Parce que c'est l'interprète qui comprend les deux langues, les deux cultures, qui va savoir, qui va comprendre et porter la parole euh, du demandeur d'asile, de l'officier de protection, euh, interpréter. D'où ce pont-là, ce jalon qui est l'interprète, on ne le choisit pas n'importe comment. On ne peut pas confier cette mission énorme, je dirais, énorme au niveau, comment dire, au niveau personnel, au niveau humain, au niveau de la dignité humaine et au niveau du droit également, à n'importe qui. On ne peut pas mettre entre les mains de n'importe qui ce rôle de porter son message, de porter, qui est vraiment, c'est un enjeu, je dirais, énorme, important sur la vie de quelqu'un. Euh, Du coup, si je reviens un peu sur le déroulé des audiences à la CNDA, ou bien de l'entretien, alors que j'avais commencé à l'évoquer un tout petit peu. Quand on arrive à l'OFPRA, ou à la CNDA d'ailleurs, on ne connaît pas, comme je l'avais évoqué, on ne connaît pas les dossiers. Dans ce cas, on ne connaît pas quel va porter, sur quel domaine ça va porter euh, la demande, les motifs en quelque sorte. Est-ce que c'est une demande pour des motifs politiques? La personne, on ne sait pas combien, quelle violence, quelle crainte, dans quel état d'esprit la personne se trouve. Est-ce que c'est une personne éduquée ou non éduquée? Parce que ça fait toute la différence. Interpréter pour quelqu'un qui a un doctorat dans un domaine ou un autre, qui est instruit, n'est pas la même chose que interpréter pour une personne qui n'a jamais été instruite, qui n'a jamais été à l'école. Et l'interprète, dans son rôle, va jouer ce rôle de porter le message de telle façon de l'amener au niveau de la compréhension cognitive de son interlocuteur. Et à l'inverse, porter le message, quitte à ce que euh, l'autre personne, l'autre interlocuteur saisisse dans son ensemble
le message, ce que veut dire l'autre. C'est une mission, c'est un métier exigeant, c'est un savoir-être exigeant, parce que ça demande beaucoup de fois de prendre sur soi, de s'effacer, de se faire oublier et d'être l'espace d'un entretien, l'espace d'une audience, quelqu'un d'autre. On doit à la fois jongler entre, si on est à la CNDA par exemple, jongler à la fois entre être, je dirais, le juge, l'assesseur, et en même temps le requérant qui répond. Et on doit amener ce dialogue, cet échange au niveau où les deux se comprennent très bien. Des fois c'est tendu, des fois ça se passe très bien. C'est surtout au moment où c'est tendu, ça se passe pas très bien, que l'interprète, même si dans la globalité, l'interprète, il est tout le temps sollicité parce qu'il faut rester concentré, c'est une concentration énorme. Certains ne se rendent pas compte combien c'est un métier intellectuellement exigeant qui prend, je dirais, ça demande d'être concentré, ça demande beaucoup d'énergie, de rester concentré, tout en enchaînant, même à longueur de journée, des entretiens, des dossiers qui peuvent être variés. Ça demande du savoir-être parce que il faut, un, ne pas faire paraître ses opinions, qu'elles soient politiques, religieuses ou d'autres. Il faut rester neutre pour permettre à l'autre de se sentir à l'aise, aux deux de se sentir à l'aise, sans se sentir jugé, ni, comment dire, et permettre à établir euh, cette confiance pour que une personne vous confie en quelque sorte sa vie, vous confie sa parole. C'est une mission énorme. Et d'ailleurs, là, j'en profite pour dire bravo et félicitations à tous les interprètes, parce que je sais combien ils prennent sur eux, combien, comment dire, combien leur travail est très exigeant. L'audience va commencer, si je bondis sur l'audience à la CNDA, va commencer par la lecture du rapport qui contient tous les éléments principaux du dossier du requérant. Le dossier initial envoyé à l'OFPRA, l'entretien que la personne a eu à l'OFPRA, la retranscription, mais également, surtout, l'analyse du rapporteur. Tout ça est lu par le rapporteur, très très vite souvent, et l'interprète se doit de noter l'analyse du rapporteur, prendre des notes pour l'interpréter avant que ne débute la séance de questions-réponses. Et sur ce point, il y en a qui, les rapporteurs qui lisent très très vite, d'autres qui lisent très bien, très lentement. Et c'est très important à l'interprète de savoir être, comme je l'avais dit, réactif, rapide et rester professionnel. Et du coup, après, ce sera la séance de questions-réponses, les assesseurs, le président, qui vont poser des questions et au requérant de répondre. Je tiens à souligner si je rebondis à l'intervention qui a commencé avant, que le temps de préparation du demandeur, du requérant, est très, très important pour saisir, comment dire, l'enjeu, les éléments essentiels, importants, savoir aller à l'essentiel. Ça nous facilite beaucoup la tâche, nous, les interprètes, parce que on ne peut pas dire ce qui n'a pas été dit. Même si, bien sûr, les silences aussi s'interprètent, ça c'est un autre sujet, même si les silences s'interprètent. Et très souvent, ce qu'on remarque, c'est que les requérants, lorsqu'ils s'expriment, vont utiliser des fois, vont faire recours au langage idiomatique, à des non-dits, parce que il sait que toi, en tant qu'interprète, tu comprends, tu sais, donc tu peux leur dire. Sauf que le métier nous demande que non. Je ne peux pas dire ce qui n'a pas été dit. Je ne peux pas inventer, dire non, si je pense que non. Si j'ai pas compris, je redemande. Je demande est-ce que si j'ai bien compris, c'est ça que vous voulez dire. Pour être précis, pour rester fidèle au message et ne pas amener des choses qui n'ont pas été dites avec le risque de fausser complètement
et le message et de créer des tensions qui n'avaient pas lieu d'être. Je pense que comme on est pris aussi par le temps, je ne vais pas développer euh, d'autres choses que je vais pouvoir peut-être développer demain, mais c'était pour planter le décor et surtout, euh, comment dire, parler, montrer le rôle de l'interprète dans le domaine de l'asile, que ce rôle-là, il n'est pas joué par n'importe qui. D'abord, parce que le métier l'exige et que le domaine, le droit d'asile, la demande d'asile, l'exige également. L'exige. On doit rester humain, à l'écoute, professionnel, proactif, rapide. Ça demande un savoir-être énorme. Après, je dirais peut-être demain, je pourrais peut-être revenir sur l'impact que la préparation, la recherche à faire du chiffre dans le domaine d'asile, et l'impact que ça a sur nous aussi dans notre travail, les obstacles qu'on a, les contraintes qu'on a parfois lors des entretiens dans notre travail. Je pourrais y revenir demain. Aujourd'hui, c'était pour planter déjà le décor, pour montrer quel est le rôle de l'interprète, qui est l'interprète d'abord, qui va intervenir là-dedans. C'est pas n'importe qui parle français et qui va pouvoir interpréter. Non, ça demande un savoir-être, ça demande, comment dire, et ça demande des compétences transversales énormes, beaucoup, une exigence, c'est un métier très exigeant. Du coup, je vais m'arrêter là, peut-être s'il y a l'une ou l'autre question, ou bien peut-être un appui des collègues qui sont là, si le temps le permet, bien sûr. Mais là, sinon, peut-être que je pourrais revenir dessus demain avec d'autres choses que j'avais prévues. Pour revenir sur ce que je disais hier sur le métier d'interprète, des interprètes qui interviennent à l'OFPRA, à la CNDA, c'est des personnes qui portent plusieurs casquettes, qui ont plusieurs compétences transversales, diplomatiques, qui ont une maîtrise géopolitique, culturelle très importante. Même de manière globale, un interprète, ça doit d'être vraiment quelqu'un qui a un bagage, je dirais une culture générale importante parce que on est confronté à plusieurs profils, à plusieurs profils. Comme je disais hier, quand on arrive, que ce soit à l'OFPRA ou à la CNDA, on ne connaît pas le dossier, on ne connaît pas le profil de la personne qui est entendue ce jour-là. Ça peut être un docteur en chimie, mais qui parle une autre langue. Et l'interprète, ça m'est déjà arrivé, une personne qui avait un niveau important en chimie, c'était à la CNDA, et l'un des assesseurs, je pense, avait aussi un bagage très important dans ce domaine-là. Et comme les craintes de la personne étaient liées aussi à son travail, du coup, il y a eu un échange où j'étais un tout petit peu perdu parce qu'il y avait des termes techniques très importants, des procédés. J'ai dû prévenir à la formation en leur disant, écoutez, je ne suis pas du tout de formation, je ne suis pas chimiste, j'ai juste fait les notions de base comme tout le monde, mais bien sûr, ils sont revenus sur... l'assesseur voulait voir si réellement la personne était chimiste, en quelque sorte. Et ils se sont compris. C'est pour vous dire que on est confronté à tout type de profil. Et l'interprète se doit alors de s'adapter à chaque situation, d'avoir plusieurs casquettes. Pour revenir à l'importance de lever la barrière de la langue, la barrière culturelle, que ce soit lors des audiences, lors de l'important pour saisir, avoir le message, saisir l'information, l'interprète va jouer un rôle très important. Et ça, c'est le début, effectivement. C'est le début, effectivement, comment dire, d'accès à l'information pour la personne qui est au départ demandeuse du statut de réfugié. Et après, si la personne est reconnue
réfugiés, comme on l'a vu ce matin, c'est un parcours du combattant qui commence, les démarches qui commencent. Déjà, même pour les personnes qui parlent la langue française, mais même pour les Français, eux-mêmes, des fois, ne se retrouvent pas dans qu'est-ce qu'on doit aller chercher à la mairie, qu'est-ce qu'on doit chercher à telle administration. Des fois, on ne s'y retrouve pas. Alors, si à cela s'ajoute la barrière de la langue, la barrière la barrière de la culture même, ça devient, euh, je dirais, un combat en quelque sorte perdu d'avance si on n'a pas de professionnels qui vont nous aider à accéder à cette information. Si je rebondis un tout petit peu sur ce qui a été évoqué, qu'on a vu ce matin, l'intégration, si on parle de personnes déjà reconnues réfugiées, euh, l'intégration commence par l'accès, comme on l'a dit, comme on l'a entendu, à la bonne information. Or, accéder à la bonne information, c'est pas que au niveau de la langue seulement. C'est au niveau de l'aspect aussi culturel avec lequel on reçoit cette information. Je vais partir de quelques anecdotes qui peuvent prêter à sourire, mais qui marquent des fois une différence importante euh, culturelle qui va faire que l'information, au lieu d'atteindre l'objectif qu'il devait avoir, peut produire l'effet inverse dans plusieurs cultures. Par exemple, moi, je viens du Burundi. Et ici en France aussi, si on veut dire, par exemple, à une femme qu'elle est belle, on peut se référer aux yeux, à ses yeux. Ici, on va dire qu'elle a de beaux yeux. Au Burundi, c'est marrant, on peut faire référence aux yeux, mais d'une autre manière. Je me souviens d'une anecdote, un jeune Français qui était VI, volontaire international rattaché au Centre culturel français à Bujumbura. Il y avait un soir, il y avait une exposition, un vernissage, où on assistait. Il était tombé sous les charmes d'une fille burundaise et il voulait lui dire, en Kirundi, il voulait lui dire qu'elle avait de beaux yeux. Il m'a demandé, comme ça on avait sympathisé, on se connaissait, il m'a demandé comment est-ce que je peux lui dire ça. Je lui ai dit en Kirundi, il faut lui dire Ofisama Soyinyana. Ce qui veut dire, si je traduis littéralement, vous avez des yeux de veau. Alors, quand je lui ai dit ça, il a dit non, non, je veux quelque chose de sérieux, pas de bêtises. Je lui ai dit, mais c'est ça, c'est justement ça. Il m'a dit, mais non, si par exemple on disait à une Française, vous avez des yeux de veau, c'est une insulte. Alors qu'au Burundi, c'est valorisant. Euh, pour revenir sur mon propos, c'était pour illustrer combien on peut vouloir dire la même chose, mais selon la culture de la personne qui va recevoir le message, ne pas recevoir l'information qu'on voulait au départ, produire l'effet inverse. Une insulte, par exemple. Dans plusieurs pays africains, euh, une femme de corpulence forte, c'est c'est très beau, c'est c'est valorisant. Aller dire la même chose à une Française lui disant ah, vous avez pris du poids, c'est très beau, ça va être autre chose, ça va produire autre chose. Pour dire que la communication, saisir, s'intégrer, saisir l'information telle que elle est donnée, le message qui est donné, ça va faire, comment dire, mobiliser des ressources culturelles également, s'approprier de la culture de l'autre. Quand, par exemple, des personnes pour qui j'ai interprété, déjà reconnues, réfugiées, dans les démarches, on lui dit, il faut arriver à 14 heures. La personne, chez certaines personnes, la notion du temps, elle est un peu élastique, on va dire, si j'utilise un euphémisme. On lui dit 14 heures, la personne va arriver à 14h30. Et ça va créer, en quelque sorte, je dirais, une frustration, un blocage face à la personne qui la reçoit, et qui va dire, ah, mais cette personne, elle n'est pas sérieuse.
On lui dit 14 heures, il arrive à 14h30. Euh, Si on veut travailler sur ça, l'interprète va aider, l'interprète qui est aussi, dans ce cadre-là, a aussi la casquette de médiateur culturel, à expliquer à l'autre comment les codes culturels de la société dans laquelle elle va devoir s'adapter, vivre. Si on veut faire les choses correctement, il faut s'approprier de la culture, des codes culturels du pays dans lequel on est, en l'occurrence ici en France. Comment les choses se font. Or, pour le faire, il faut accéder à cette information. D'où le rôle de l'interprète professionnel qui comprend les deux cultures pour dire à la personne, attention, si vous faites ça, ça ne se fait pas. Ici, ça ne se fait pas. Expliquer à une personne qui était une personne bénéficiaire de protection internationale qui, au pays départ, il était polygame, il avait deux, trois femmes, qui ne pourra ramener qu'une seule, il faut lui expliquer pourquoi ici en France ça ne se fait pas. Qu'en France la polygamie elle est interdite. Il faut qu'il arrive à comprendre que si l'enfant grandit ici, les deux enfants, la fille, tout comme le garçon, ils devront aller à l'école. Déjà accéder à l'école, que c'est pas donc l'information dans son ensemble pour pouvoir commencer l'intégration, la personne doit accéder à l'information et cela passe aussi à, à lever les barrières aussi bien linguistiques que culturelles. Parce que quand on reçoit un message, on le reçoit aussi avec les filtres culturels avec lesquels on s'est éduqué, on a grandi, on s'est bâti, on s'est construit. Or, la personne qui arrive ici, qui arrive en France, un pays où elle ne maîtrise pas la langue, elle n'a pas les codes culturels, il faut tout reconstruire. Il faut tout reconstruire, d'où le travail avec un interprète professionnel, ce médiateur culturel, est très important. Au début, au moins au début, parce qu'il ne suffit pas de parler la langue seulement, mais il faut aussi se comprendre et élever les codes culturels. Dire à la personne, on n'arrive pas chez les gens comme ça, sans avoir prévenu, alors que chez lui, c'est justement ça qui fait plaisir. En disant, la personne arrive à l'improviste comme ça et dit, ah, mais vous ne m'avez pas prévenu, mais c'était pour vous faire plaisir. Parce que c'est dans sa tête, c'était ça. Lui, la surprise est d'autant plus gratifiante que la personne ne s'y attendait pas. Or, il faut lui dire, il faut que la personne arrive à comprendre que non, ici, ça ne se passe pas comme ça. Il faut appeler, dire, je vais passer tel jour, est-ce que vous êtes disponible? Tout ça, c'est de choses simples au départ, mais qui peuvent montrer, qui montrent des fois la différence culturelle énorme qui fait que même le message ne passe pas. L'information, même si l'information, elle est donnée, l'information correcte, elle est donnée, des fois, elle n'arrive pas à passer parce que l'autre ne se l'approprie pas, parce qu'elle est reçue avec d'autres filtres culturels qui va faire qu'il y ait un blocage. D'où le travail, d'où l'interprète, médiateur culturel dans ce cas aussi, va aider beaucoup à ce que l'information, la bonne information, passe mieux. Et donc ça va faciliter le travail d'appropriation, de s'approprier aussi ces démarches personnelles que la personne va devoir comprendre comment faire, pourquoi il faut tel papier, il faut payer les impôts, il faut accepter payer les cotisations, les charges, tout ça. Il suffit pas de la bonne information, mais il faut que l'autre aussi la reçoive très bien et la comprennent cette information et s'en approprient, la fasse sienne. Ce qui va faciliter, dès le départ, la compréhension de tout ce que la personne va recevoir aussi comme information, même dans le cadre des études, la personne, pour s'insérer dans le monde du travail, il faut qu'elle arrive à comprendre, à décortiquer, à vivre avec des codes culturels différents.
comprendre tout ce que c'est pas juste uniquement recevoir les messages, mais il faut s'en approprier. Beaucoup, j'ai entendu, par exemple, concernant le déclassement, les personnes qui se retrouvent isolées, même socio-professionnellement, ça peut provenir de ça aussi, de ce fait que la personne ne s'est pas appropriée, n'a pas reçu, comment dire, le message, ou bien dans le monde du travail, n'arrive pas à s'intégrer dans le groupe, par exemple, à cause de quelques blocages culturels. Parce que certaines entreprises, beaucoup d'entreprises d'ailleurs, je pense, vont chercher des personnes qui qui ne vont pas, comment dire, plomber l'ambiance de l'équipe, qui vont s'intégrer dans le maillot, dans le tissu social. D'où l'intégration passe aussi par ça. C'est plusieurs choses, je pense, qui font que la personne soit véritablement très bien intégrée. Et au départ, ça passe par l'accès à la bonne information et l'appropriation de cette bonne information, de son message, pour commencer à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Au départ, ça passe, je pense, le mieux, c'est ça passe par un interprète, médiateur culturel qui maîtrise les deux cultures, les deux langues, qui va comprendre les nuances qu'il y a, qu'il peut y avoir entre ces différentes cultures et ces différentes langues pour les lever que ce soit au moment des entretiens, que ce soit au moment des démarches, en dehors des entretiens pour la demande d'asile, l'interprète, qui est un pont, en quelque sorte, qui est un pont entre ces deux mondes, va faire en sorte que on lève toutes ces nuances, tous ces blocages, toutes ces situations qui peuvent causer des conflits interculturels, des conflits et permettre aux deux interlocuteurs de se comprendre. Et ça va être le départ, l'accompagnement d'une personne au départ demandeur d'asile, par après personne réfugiée, afin d'accéder je dirais, à tout ce que, entre guillemets, le droit, la loi lui autorise, à ce qu'il a comme droit, pour qu'il s'en approprie et qu'il soit autonome. Ça passe par l'accès à la bonne information, comme on l'a dit, que je me suis répété sans doute, je l'ai répété à plusieurs reprises. Et ça, la communication, au départ, ça va passer, je pense, le mieux par des interprètes, médiateurs culturels, qui maîtrisent les deux langues, les deux notions, et qui vont permettre de lever les barrières qui peuvent y avoir, qu'elles soient géopolitiques, culturelles, euh, et tout consort pour permettre le flux des informations du message correctement.